quelques exemples de la vie courante. La carte SIM ou une carte SD, vous ne pouvez pas la mettre dans n'importe quel sens, ou alors c'est au marteau. Les réservoirs d'essence, dans un réservoir d'essence, il peut y avoir 3, 4, 5 détrompeurs. Vous avez un détrompeur sur le couple de serrage. Sur certaines voitures, pour les Peugeot, parce que j'ai une Peugeot, vous ne pouvez pas serrer au-delà d'un certain couple, il y a un système de libération de couple. Vous ne pouvez pas non plus perdre le bouchon parce qu'il est attaché par un brin plastique au réservoir, et puis vous ne pouvez pas non plus faire le plein avec le moteur allumé, parce que pour faire le plein, il vous faut les clés du moteur. Bon, donc ça appliqué à un monde office ou service, la fameuse société de mailing, pour éviter que les messages ne partent non en copie cachée, il y avait deux solutions. Soit prendre un marteau et taper sur la tête de celui qui fait les mailings, mais ça marche même pas. Hein, c'est pas une bonne méthode. Et la deuxième solution, c'était de dire, si on met un mot, par exemple destinataire, en copie cachée, et si le collaborateur, par malheur, il met les gens de son mailing en copie non cachée, quand il va vouloir envoyer le mail ne va pas partir parce qu'il va détecter un nom inconnu en copie cachée et il va signaler au collaborateur qu'il y a un problème. Donc le collaborateur, dans ce cas-là, va avoir une chance de comprendre qu'il est en train d'envoyer tous ces messages en copie non cachée. Voilà un petit exemple simple de détrompeur dans un monde de service ou un monde administratif. On en a mis en place d'autres chez nous. Je me souviens tous les mois, je regarde la facturation, je vérifie la facturation de notre société. Et il arrivait que je trouve des erreurs, notamment sur le taux journalier, le taux de facturation. Premier réflexe, on met un contrôle pour faire en sorte qu'on n'envoie que des livrables bons aux clients, ça vaut mieux. Deuxième réflexe, essayer de comprendre pourquoi le problème arrive. C'est ce qu'on a fait, et pourquoi. Et on a découvert que finalement, à un moment dans le processus de création de la facturation, il y avait 2 recopies du taux. À partir d'une base de données qui était validée, vérifiée, 2 recopies pour arriver en facturation. Et donc forcément, quand il y a une recopie manuelle, il y a risque d'erreur. Qu'est-ce qu'on a fait pour éviter ça? On a mis en place un système de recopie de cellules automatique sur Excel, avec verrouillage, de manière à ce que l'erreur soit rendue impossible. Donc ça, c'est, à mon sens, une façon plus noble d'améliorer la qualité, parce qu'elle traite le problème à la source, elle est généralement moins consommatrice de temps ou de coûts, et elle ne nécessite plus de contrôle, puisqu'on a éradiqué le problème à la source. Alors, lorsqu'on traite des sujets de non-qualité, une des premières choses à faire, quand on crée de la non-qualité, c'est d'isoler les bons des mauvais. C'est vrai dans un monde industriel, quel qu'il soit, isoler les produits mauvais des produits bons, et c'est vrai aussi dans un monde tertiaire. Alors pourquoi isoler les produits mauvais des produits bons? D'abord pour savoir combien on en a de mauvais. Ensuite, pour ne pas les mélanger avec les bons et ne pas risquer d'envoyer des mauvais avec les bons. Alors, une fois qu'on les a isolés, on sait dire... alors, on peut... Dans la métallurgie, les boîtes rouges, c'est pas très possible pour des bobines de 20 tonnes, donc ça va être des zones rouges qui vont faire 10 mètres par 10 ou 10 mètres par 20. Dans l'assemblage, ça va être des boîtes rouges, si les composants sont petits. Donc le concept de zone rouge, boîte rouge, étiquette rouge, va s'adapter légèrement en fonction du type d'industrie. Et l'idée, c'est de la fréquence périodique, par exemple toutes les équipes ou tous les jours, regarder ce qu'il y a dans les boîtes, essayer de comprendre la nature des défauts, et
et mener une analyse de résolution de problèmes et trouver des actions pour faire en sorte que les défauts ne réapparaissent plus. Quand on parle d'amélioration de la qualité, la démarche la plus simple qui soit, c'est ce qu'on appelle le QRQC premier niveau. C'est la résolution de problèmes de base, atelier. Ça se fait sur un paperboard dans lequel on retrouve les colonnes classiques, une numérotation du problème, la définition du problème, en utilisant QQCP, en étant aussi spécifique que possible, en parlant avec des données. C'est là qu'il ne faut pas mettre beaucoup de problèmes qualité aujourd'hui, mais il faut dire la bobine numéro 22 est sortie avec un défaut, un trou oblong de 10 cm x 5 cm à 200 mètres du bord de la bobine. Ça, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus facile de résoudre. Les causes identifiées, généralement, sur ce type de résolution de problème simple, on utilise juste le 5 pourquoi. Qui connaît le 5 pourquoi? Levez la main. Tout le monde connaît le 5 pourquoi, presque. Alors, quelqu'un va expliquer ce que c'est que le 5 pourquoi? Vous voulez que je le fasse? Ok, il s'agit d'une méthode pour remonter la cause racine du défaut. Donc la bobine est par exemple avec un déport de spire. Pourquoi? Parce qu'elle a été bobinée de travers. Pourquoi? Parce que les offsets du bobinage n'étaient pas aux valeurs standards. Pourquoi? Parce que l'opérateur n'a pas été formé à ces offsets standards de bobinage. Action, former l'opérateur et définir une fréquence de contrôle à laquelle on va s'assurer que l'opérateur applique les offsets standards de bobinage. Action décidée, c'est l'action qui va éliminer la cause racine, par exemple celle que je viens d'indiquer. Pilote, délai et statut de l'action ou vérification de l'action. Alors, toute la démarche qualité, en fait, lorsqu'on est dans une démarche d'amélioration d'un processus qui existe, va être une démarche en chasse-neige. On va partir du client de la fin, et puis on va progressivement contenir, c'est les petites étoiles la non-qualité. Donc on va faire en sorte que le client reçoive plus de petites étoiles en mettant un mur qualité. Donc à ce moment-là, toutes les petites étoiles arrivent au mur qualité, puis à ce moment-là, on commence à se demander mais pourquoi le mur qualité reçoit autant d'étoiles? Qu'est-ce qu'on peut faire en amont du mur qualité pour que les étoiles ne lui arrivent plus? Est-ce que notre système de contrôle actuel est défaillant? Visiblement oui, puisqu'il a fallu mettre un mur qualité supplémentaire pour protéger le client. Donc tout le sujet ensuite, c'est de travailler sur le renforcement des contrôles, mais aussi la mise en place de détrompeurs ou d'autocontrôle pour faire en sorte que la non-qualité soit piégée à l'endroit où elle est créée, soit encore mieux, qu'on ait réussi à plus la créer. Donc une démarche en chasse-neige à contre-flux pour améliorer la qualité. Alors si on veut détailler un peu de quoi est faite cette démarche à contre-flux, on retrouve un feedback du client vers la dernière opération de celui qui veut améliorer sa qualité, un feedback du pourcentage de non-qualité ou des ppm dans certaines industries, la nature des défauts, et puis aussi les attentes clients. Les attentes clients ne sont pas toujours clairement définies, aussi bien dans l'industrie, où il est bon de se parler de qualité client à qualité fournisseur, enfin qualité usine, n'est-ce pas Marie-Hélène? Et puis, dans un monde tertiaire, c'est pareil. Ce qu'attend le client, qu'il soit interne ou externe, est rarement défini. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce que le client attend, ce qu'il voit de mauvais et la nature des mauvais.
à partir de là, on peut commencer à travailler sur l'interne pour améliorer cette non-qualité. Mais il faut déjà comprendre ce que le client voit, ce que le client reçoit comme échantillon, comme non-qualité. Alors, on a vu beaucoup d'outils, mais à un moment, il faut aussi parler de culture, notamment dans la résolution de problèmes. Pour favoriser la transparence, qui elle-même est nécessaire pour pouvoir résoudre des problèmes, encore faut-il comprendre que les problèmes, c'est bien d'en avoir. Il ne faut surtout pas les cacher. Il faut que les gens les montrent, qu'on puisse les résoudre. Ensuite, il faut sortir de la culture de la culpabilité, de la culture de faire porter le chapeau du problème à tel ou tel service, telle ou telle personne. Donc ce n'est pas les gens qui sont la cause des problèmes, c'est le processus. Donc tout le sujet, c'est de dire, on ne va pas attaquer les gens, dire c'est le service truc, ou le service bidule, ou monsieur machin, mais par contre on va discuter avec le service truc, ou monsieur machin, pour savoir pourquoi le problème est arrivé, comment ça se fait dans le process, comment c'est possible dans le process que le problème arrive. Alors souvent les anglo-saxons, je crois que ça vient de Nissan, disent why sent, why made. Why sent, c'est pourquoi le problème n'a pas été vu et envoyé jusqu'à nous clients, et why made, c'est pourquoi le défaut a été créé. Donc le why sent, il va travailler sur la détection, le why made, il va travailler sur l'occurrence. Donc là où on ne perçoit pas de problème, on risque pas de s'améliorer évidemment. Et enfin, le but du jeu, surtout en résolution de problèmes, c'est de faire en sorte que tout le monde soit capable de résoudre des problèmes. Donc, augmenter la capacité, la compétence des collaborateurs pour résoudre des problèmes au plus bas niveau. Ça veut dire, pour reprendre la partie QRQC, premier niveau d'encadrement, que ce soit dans l'industrie ou dans le monde tertiaire, ça veut dire que le collaborateur de base, ou l'opérateur et son encadrement direct, s'implique dans la résolution de problèmes qualité, et plus seulement le niveau du dessus ou le niveau du dessus. Évidemment, comme il y en a 3 ou 4 fois plus à la base, eh bien, on va 3 ou 4 fois plus vite pour résoudre des problèmes qualité. Voilà, on en a fini de cette première présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Les 2 et 3e seront un peu moins conceptuelles et un peu plus concrètes. Pas de questions? Alors on enchaîne peut-être sur la 2e.